Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Allez hop, aujourd'hui on remonte les chaussettes, on enfile un sac à dos et on part en rando. Les Finistères ne manquent ni de jolis chemins ni de bons marcheurs. La preuve, le Tromé-Nazaré a réuni plus de 6000 randonneurs la semaine dernière et la randorade de dimanche prochain en attend près de 4000. Une randorade dont le départ est cette année au Relais-Quéruon et qui donne lieu aussi à un salon de la randonnée. Marie-Claire Le Floch, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'une des organisatrice de ce salon de la randonnée au Relais-Quéruon ce week-end. Et à vos côtés, Joël Le Guiriec. Bonjour Joël. Bonjour. Joël, vous êtes accompagnateur de randonnée dans le Finistère et vous gérez aussi les fameux randogites de Rosnoën en presqu'île de Crozon. Alors avec vous tout à l'heure, on évoquera l'engouement pour la randonnée dans le Finistère. Puis comme chaque vendredi, vous retrouvez la brève de trottoir de Stéphane Leroy, ce sera en fin d'émission. En plateau également Frédéric Lorenzon. Bonjour Frédéric. Dans un instant, vous nous dites tout sur la reconversion professionnelle, mais avant. Une délégation chinoise dans le Finistère ce vendredi. Après avoir visité l'usine de lait Sinutra en construction à Carré, ces entrepreneurs chinois ont pris la direction du port de Brest. Objectif de ce déplacement, resserrer les liens commerciaux entre Brest et Qingdao. Les explications avec Camille Pochet. L'entreprise de lait infantile Sinutra, construite à Carhaix et qui sera opérationnelle début 2016, va-t-elle faire acheminer ses conteneurs au départ du port de Brest? À l'occasion de la visite d'une délégation venue de la province du Shandong, la question a refait surface. En effet, Sinutra est né à Qingdao, dans cette province. Concernant le transport de marchandises, Brest est en concurrence avec d'autres ports et tente de séduire les entrepreneurs chinois. Pour cela, la CCI de Brest, qui gère le port de commerce, a signé un accord de principe pour affirmer sa collaboration avec le port de Qingdao ce vendredi. Sinutra est une société chinoise et il est évident que le contrat que nous allons signer tout à l'heure devrait favoriser théoriquement le fait qu'on puisse demain transporter la poudre de lait de l'usine de Carhaix. Il y a quelques années, on ne faisait pas de conteneurs. On en fait maintenant à peu près 60 000 conteneurs par an. On est devenu un des ports importants de la en transport de conteneurs. Il a fallu qu'on s'adapte. Si on se disait qu'on ne peut pas progresser parce qu'il faut investir dans des équipements complémentaires, ça serait du suicide. Surtout que là, on a une belle opportunité de développer le port de Brest. Donc on fera ce qu'il faut. On a la place nécessaire, on a les infrastructures nécessaires. Ça nécessitera aussi des investissements. Mais c'est en faisant ces investissements qu'on peut capter ce marché qui en appellera peut-être d'autres derrière. Donc il faut avancer marche par marche. Et là, c'est une belle occasion d'en franchir une. Au total, quelques 7000 conteneurs par an pourraient bientôt transiter par le port. Le vice-gouverneur de la province du Shandong, tout comme le maire de Brest, se disent confiants. Cela nous paraît vraiment important et nécessaire de passer directement via le port de Brest, sans passer dans un autre port. Si cette coopération sera vraiment réussie entre ces deux ports, une ligne directe, ça va créer de nouvelles possibilités d'avoir des lignes directes entre le port de Brest avec les autres ports de Chine. Pour clore la journée, 50 entrepreneurs chinois ont rencontré ce vendredi une vingtaine de chefs d'entreprise bretons, majoritairement issus du secteur de l'agroalimentaire. Changer de métier au cours de sa vie professionnelle, c'est de plus en plus fréquent. Envie d'évoluer ou tout simplement de passer à autre chose, les raisons sont multiples et des dispositifs existent. Alors Frédéric Lorenzon, vous avez rencontré Henri Gilles, c'est un ingénieur qui a décidé de complètement changer de domaine. Oui, Pauline, Henri a décidé de faire un virage à 90 degrés ou même 180 dans sa carrière professionnelle. Pourtant, comme vous l'avez dit, il était ingénieur, un métier qui paraît prestigieux. Pourtant, Henri s'ennuyait. Il a donc raconté la suite à la caméra de TBO. Et on regarde. Henri a 30 ans. Il est ingénieur informatique depuis une dizaine d'années et seulement pour quelques semaines encore. Là, je suis en train de regarder pour la dernière fois mon CV, puisque je n'en aurai plus besoin dans 5 ans. Je deviens kinésithérapeute et donc c'est un métier où on n'a plus besoin de CV. Après 8 ans à pianoter et débugger des logiciels, notre ingénieur a fait un constat. Je voulais aller dans ce secteur-là qui me semblait porteur, novateur. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais aussi un peu geek, beaucoup de jeux en réseau, tout ça. C'est plus ça qui m'a porté vers l'informatique. Maintenant, c'est vrai que j'ai découvert au cours de mes études que tout ce qui était partie vraiment informatique, tout ce qui était développement informatique, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Après plusieurs années d'exercice, Henri s'est aperçu que c'était la relation humaine qui le passionnait. Il s'est donc tourné vers un métier du champ médico-social, kinésithérapeute. Pour arriver à ce choix, Henri a effectué un bilan de compétences, un dispositif offert à chaque salarié et même aux demandeurs d'emploi.
C'est un bilan qui se passe sur 14 jours, donc à peu près à raison d'une journée par mois. Dans ce cabinet de conseil en mobilité professionnelle, des psychologues du travail accueillent des salariés, mais aussi depuis peu des demandeurs d'emploi, pour des bilans de compétences. Un parcours pas toujours évident. Alors, le bilan, c'est avant tout une réflexion, un temps de réflexion qu'on se donne pour prendre du recul par rapport à sa situation professionnelle. C'est des fois juste l'occasion de se rendre compte du sens de son travail, de voir quelles sont les priorités qu'on va se fixer par la suite. Donc de se dire, finalement, je suis bien là où je suis, ça me correspond, je suis contente de faire ce que je fais. Et puis des fois, c'est là aussi où on analyse que on a peut-être envie de faire autre chose. Désormais, pour Henri, il reste à passer la première année de médecine et enchaîner sur 4 ans de formation en kinésithérapie. Un investissement personnel et familial. Sa femme, elle, commence tout juste sa carrière de médecin. Alors Frédéric, le projet d'Henri, il est assez ambitieux. Quel dispositif existe pour l'accompagner dans sa reconversion? Alors d'abord au cabinet Analyse et Action qu'on a vu, Céline Lucas nous a confirmé que le projet d'Henri était assez atypique, notamment par la durée de la reconversion, puisqu'il va partir pour 4 ans de formation à 1 an de fac de médecine, plus même 5 ans. 1 an de fac de médecine plus 4 ans de formation de kiné. Un récent sondage de l'AFPA montre que les adultes, 42% des salariés qui ont 30 ans envisagent de se reconvertir dans les 3 ans à venir, contre 32% en moyenne dans l'ensemble des salariés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent de changer de formation. En fait, le droit à la formation, le DIF, prévoit une prise en charge d'1 an, notamment dans le cadre d'un CIF, un congé individuel de formation. Le salarié peut déposer un dossier donc auprès d'un organisme financeur. Le plus connu, c'est le FONGICIF. Et si son dossier est accepté, le salarié reste salarié le temps de la formation. Et juste pour noter, le bilan de compétences, qui est souvent le point de départ pour une reconversion, coûte 2 000 à 3 000 euros. Et là encore, il est pris en charge par les organismes financeurs. Alors, il y a une étude, Frédéric, qui montre que les salariés finalement connaissent très mal leurs droits à la formation. Oui, d'autant plus que le DIF dont je viens de parler a changé de nom. Il est devenu le CPF au 1er janvier 2014, le compte personnalisé à la formation, le compte personnel à la formation, pardon. Et désormais, donc chaque actif, qu'il travaille ou non, c'est-à-dire aussi demandeur d'emploi, est crédité de 10 à 20 heures de droit à la formation par an, dans un cumul qui était autrefois avec le DIF de 120 heures et aujourd'hui de 150 heures. Donc on a augmenté le cumul. On peut, au bout de 6 ans, faire valoir 150 heures de droit à la formation. Ça équivaut à 3 semaines de formation. Nouveauté avec le CPF aussi, les formations qui sont incluses dans ce dispositif sont diplômantes, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues et elles ouvrent droit donc à un bagage supplémentaire en termes de formation. Aussi, l'enjeu, c'est donc de favoriser la formation tout au long de la vie professionnelle. Aujourd'hui, il semble évident que les environnements de travail évoluant, il faut se former en continu. Alors pour Henri, quelle est la prochaine étape ? Que son dossier d'inscription soit accepté par la fac de médecine, parce Déjà il semble bien motivé, donc ça pèsera sans doute dans la balance. Et puis après, il faut qu'il bachote pendant 1 an, parce que la première année de médecine, c'est quand même dur, surtout quand on a un peu laissé de côté les études depuis plusieurs années. Derrière. Mais il est bien aidé, sa femme est médecin, donc elle va pouvoir l'aider. On lui souhaite bon courage en tous les cas. Merci beaucoup Frédéric. Et maintenant, direction la base des sous-marins à Lorient. Sur les toits des bâtiments, une colonie de goélands argentés s'est installée. À l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité ce vendredi, de jeunes Lorientais sont allés les observer et Johan Lerouzic de TB Sud a bravé son vertige pour suivre l'expédition. Bruit caractéristique du bord de mer, le chant des goélands résonne au-dessus du bloc K3 de la base des sous-marins de Lorient. L'occasion pour 6 élèves âgés de 8 à 12 ans de venir les observer et d'en apprendre un peu plus sur ces mythiques oiseaux bretons dans le cadre de la semaine sur la biodiversité. Mais qu'est-ce que la biodiversité ? C'est l'ensemble des espèces vivantes sur cette planète. C'est l'ensemble des espèces vivantes.
La leçon est apprise et le matériel est prêt. Ce sont 3 espèces de goélands que nous allons observer sur le toit de ce bâtiment historique. Le goéland argenté, le goéland brun et le plus grand d'entre eux, le goéland marin, du haut de ses 79 cm de bout et 1,67 m d'envergure. Une campagne de stérilisation des œufs en milieu rural est en place depuis 2006 pour les inciter à installer leur nid dans cet habitat naturel. La stérilisation consiste à pulvériser un produit chimique sur l'œuf pour qu'il n'éclose pas. Par contre, le goéland, on va continuer à le couver. N'ayant pas de naissance, il ne va pas renidifier à ce même endroit l'année suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est si on enlevait l'œuf ou si on le détruisait, le goéland, il viendrait pondre, c'est à nouveau. Mais si il n'y a pas de naissance, le lieu n'est pas propice, donc de ce fait, le goéland, l'année suivante, ne revient pas nidifier sur le même lieu. Ce que l'on fait à Lorient, c'est de amener naturellement les goélands vers la mer et ne nidifie plus en ville. Si 290 nids ont été stérilisés en moyenne les années précédentes, la démarche fonctionne et le chiffre est tombé à 248 cette année. Samedi, le bloc K3 sera ouvert au public pour 2 visites guidées de l'Observatoire des goélands à 10 h et à 11 h. Depuis les sentiers des douaniers jusqu'au chemin des Monts d'Arrée, la randonnée est très appréciée dans le Finistère. Ce dimanche, la randorade rassemblera encore des milliers de personnes pour crapahuter au départ du Relecq-Quéruon. La commune en profite aussi pour accueillir un salon de la randonnée. Alors Marie-Claire Le Floch, vous vous occupez de l'organisation de ce salon appelé Baléaden, excusez-moi. Baléaden, c'est ça. Voilà, et qui se tient donc au Relecq, c'est 24 et 25 mai dans la salle de l'Astrolabe. Vous, Joël, vous êtes titulaire du brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée. Vous proposez des séjours randonnée, en particulier en presqu'île de Crozon. Alors, moi, j'ai une première question. Comment on s'équipe quand on veut partir en randonnée ? Comment il faut s'habiller? Qu'est-ce qu'il faut emmener dans son sac à dos? Lequel veut commencer à me répondre là-dessus? Joël, peut-être? Ça dépend déjà du type de randonnée que l'on fait, parce qu'on ne va pas avoir le même équipement pour partir pour une journée et pour partir sur une randonnée itinérante de plusieurs jours, une semaine ou même davantage. Alors pour une journée, par exemple, on va partir pour les débutants. Alors deuxième type de problématique, c'est le type de sentier. Oui, le temps aussi, mais le sentier sur lequel on va déambuler, on va dire. Sur la presqu'île de Crozon, par exemple, sur le GR34 dont vous parliez tout à l'heure, on a des terrains très irréguliers avec des cailloux, des racines, et il est conseillé d'avoir des vraies chaussures de randonnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle des tiges hautes, alors que sur d'autres sentiers, plutôt en campagne, on peut se permettre d'avoir des baskets, bien sûr, oui. L'enjeu, c'est de tenir la cheville, c'est ça? L'enjeu, c'est de tenir la cheville parce que c'est l'endroit fragile pour la plupart d'entre nous. Le pied est susceptible de tourner, donc il faut protéger la cheville. Donc la tige haute maintient la cheville, quoi. Marie-Claire, je crois qu'au salon de la randonnée, on aura de quoi s'équiper. Je crois que vous m'avez parlé de chaussettes en bambou. Oui, nous avons plusieurs exposants donc, au salon, une trentaine d'exposants, et en particulier des exposants des vendeurs de matériel de randonnée. Donc on pourra s'équiper dès le samedi pour ceux qui veulent faire la randorade, par exemple, le dimanche. Le salon est le dimanche et le lundi, pas le samedi. Donc il faudra aller de bonne heure avant de partir. Oui. Et alors du coup, les chaussettes, c'est important parce qu'il y a des chaussettes en bambou. En bambou bio. En bambou bio. Oui, le problème des chaussettes, c'est surtout pour éviter l'échauffement des pieds. Ouais. Et donc, les fabricants ont trouvé des techniques, effectivement, pour doubler aux endroits qui sont les plus susceptibles d'être... dans le frottement. Voilà, essentiellement la plante du pied, le talon. Et donc, on a des chaussettes maintenant renforcées, on appelle ça des bouclettes. C'est-à-dire qu'elles permettent de pas... Alors évidemment, sur le bitume, par exemple, ça échauffe beaucoup plus aussi que si on est sur un chemin de terre ou sur... Donc prévoir d'abord, savoir ce qu'on va faire avant de s'équiper. Ouais. Au-delà de l'aspect matériel, quelles sont les qualités d'un bon randonneur? La bonne humeur? En fait, la randonnée ne demande pas beaucoup de qualité, de compétences. Si, mais disons qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner. Comme pour beaucoup d'autres sports, il faut beaucoup d'entraînement. En fait, on s'aperçoit quand on fait une itinérance, par exemple, que les premiers jours sont difficiles et en fait, c'est de plus en plus facile. Donc c'est accessible à tous. Voilà, c'est accessible à tout le monde. En plus, chacun a choisi son rythme. C'est aussi un des avantages de la randonnée. C'est vrai que si on randonne avec un groupe, on peut avoir un meneur d'allure, par exemple. On parle d'audax maintenant, de randonnée quand on fait à une allure fixe, par exemple 7 km/h. Mais le randonneur lambda, on va dire qu'il randonne à 3,5-4 km/h. Ouais.
parfois même moins sur des sentiers côtiers où on a pas mal de dénivelé, quoi. Mais justement, par rapport à cette vitesse, c'est vrai qu'on a chacun un pas différent, souvent des rythmes différents, et c'est bien aussi de rester en groupe. Alors comment on peut concilier les deux, c'est-à-dire des allures différentes et en même temps la volonté de rester tous ensemble? Alors en fait, certaines associations, clubs de randonnée se sont arrangés pour faire des groupes, pour que chacun trouve des groupes de niveau, pour que chacun trouve, on va dire, chaussures à son pied, c'est le cas de le dire. Alors Joël, l'été dernier, il y a une de nos équipes qui vous a suivi justement sur les chemins de la presqu'île de Crozon. On va regarder. Ce symbole de peinture permet aux randonneurs plus ou moins expérimentés de tenter l'aventure sur le chemin d'une grande randonnée. Entre terre et mer, le marcheur peut ici parcourir le GR34, couramment nommé le Sentier des Douaniers. Sur la presqu'île de Crozon, Joël Le Guiriac tente de faire vivre cette randonnée emblématique. Ça fait à peu près 175 km. On a recherché donc des hébergeurs tous les 20-25 km. On a donc créé une association avec d'autres hébergeurs bretons pour essayer de favoriser justement ces déplacements en itinérance. Le gros problème en fait, c'est des hébergeurs qui en saison accueillent à la nuitée les randonneurs parce que évidemment le randonneur itinérant il ne va pas rester plusieurs nuits au même endroit. Positionné sur le tracé du GR34, le gîte de Joël accueille les marcheurs épuisés après une longue journée de randonnée. Le circuit était là puisque les bénévoles de la Fédération française de randonnée ont créé les sentiers, les ont balisés et puis les entretiennent maintenant. Mais il fallait trouver des hébergements pour mettre tout ça en musique un petit peu. Dans un premier temps, donc, on a créé simplement un petit gîte pour accueillir les randonnées à la nuitée. Et ensuite, donc, le succès étant au rendez-vous et les randonneurs étant présents, on a agrandi, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir à peu près 22 personnes. Avis aux amateurs de paysages et belles balades, les gîtes étapes du GR34 sur la presqu'île de Crozon vous accueillent toute l'année pour vous reposer. Alors ce système d'hébergement lié aux randonnées que vous avez développé dans la presqu'île de Crozon, il y en a peu ailleurs dans le département et même dans la région. Est-ce que c'est un problème pour le tourisme de randonneurs qui veulent venir en Bretagne, selon vous Ouais, je pense que pour qu'une région soit vraiment identifiée comme territoire de randonnée, il faut qu'il y ait possibilité de faire de l'itinérance en fait. C'est vrai que chaque commune de France maintenant a ses sentiers et on peut faire des boucles de 5, 10, 15 km, mais pour qu'un territoire devienne vraiment territoire de randonnée, il faut vraiment qu'il y ait de l'itinérance. Alors pourquoi il n'y a pas assez d'hébergement? Pourquoi vous êtes le seul à... Non, je suis loin d'être le seul, mais c'est vrai que sur les plus de 1500 km du GR34, c'est difficile pour un randonneur de trouver un hébergement tous les 20-25 km. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de créer cette association pour motiver un petit peu les gens. Développer ça. Voilà, c'est ça, oui. Parce que si vous voulez, c'est une contrainte pour un hébergeur d'accueillir à la nuitée parce qu'il y a du travail chaque matin pour refaire les lits, pour laver les draps et tout ça. Et lorsque les hébergeurs ont la possibilité d'avoir quelqu'un qui va rester une semaine, ils vont le privilégier. Et du coup, lorsque les randonneurs appellent pour avoir un hébergement, c'est déjà complet ou ce genre de... Vous en êtes où aujourd'hui sur les 1500 km, on peut estimer à peu près une zone qui est couverte par un maillage comme ça d'hébergement? Avec mon épouse et puis une amie, on a fait le Mont-Saint-Michel, Lorient. Donc on n'est pas tout à fait arrivé au bout, il manque encore Lorient, Saint-Nazaire. Un quasi tour de Bretagne. C'est vrai qu'on a réussi à être hébergé partout. Mais c'est des fois un peu un chemin difficile de trouver des hébergements partout, quoi. Mais on les a trouvés quand même. Et alors sur ce chemin-là, vous êtes passé par les Côtes d'Armor et par un coin qui est à l'honneur au Salon de la Randonnée, je crois, Marie-Claire. Oui, cette année, nous mettons à l'honneur, à chaque édition du Salon, nous mettons à l'honneur un pays de Bretagne. Donc on a eu Brocéliande, le pays de Redon et le pays du Faouët, le pays du Grand-Morvan. Et cette année, nous avons choisi le pays du Trégor, presqu'île de Lézardrieux. Comme on est dans la semaine Galbraith, la semaine de la fête de la Bretagne, donc le pays de Trégor, c'est le pays de naissance d'Erwan, donc le saint patron de la Bretagne. Donc c'était une évidence pour nous. C'est un très joli coin aussi. Oui, et c'est un très joli coin à découvrir. Le tourisme lié à la randonnée, justement, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très présent en Bretagne, vous avez la sensation, ou qui doit être amené, parce que les gens ne viennent pas forcément en Bretagne pour la canicule et pour la sieste sur la plage, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. La randonnée, c'est un vrai atout pour la région? Ah, moi je pense, oui. Et c'est pas assez développé? C'est pas assez développé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour qu'on sache qu'en Bretagne, on peut faire de l'itinérance comme on le fait sur la Stevenson, sur le Saint-Jacques, sur le Tour du Mont-Blanc, sur le GR10,
ou le GR20 même, il faut vraiment que tout soit en place, les services annexes et tout ça, que les randonneurs sachent qu'ils vont être bien accueillis et qu'ils vont pouvoir trouver des hébergements. Parmi les services annexes, un mot pour terminer un petit peu là-dessus, vous organisez pas mal de randonnées par thématique. Ça peut être autour de la pêche, autour de la faune et de la flore. Il y a même crêpes et cidre à la Chandeleur. C'est-à-dire que ça, c'est des activités. Ça marche bien, ça. Dans la mesure où on a un gîte d'étape, notre objectif, évidemment, c'est de remplir ce gîte. Donc, on essaie d'avoir des activités qui correspondent aux différentes périodes de l'année. Il y a la fabrication du cidre à l'ancienne aussi au mois de novembre. C'est vrai que... Bon, mais ceci dit, le thème... La randonnée, quand même, les vrais randonneurs, ils veulent marcher quand même. Ils veulent Peu importe s'ils ont un coup de cidre à la fin. Et voilà, c'est ça. Oui. Bon, c'est le petit plus après... Alors, on note aussi qu'un Bretagne Magazine spécial randonnée est dans les kiosques en ce moment. De quoi trouver de belles idées rando, je dis aux 5 coins de la région, puisqu'il y en a aussi plein en Loire-Atlantique. Alors, toutes les randonnées de Joël en presqu'île de Crozon, c'est sur le site internet gîte-rando-bretagne.fr. Les infos sur le salon de la randonnée ce week-end, enfin je dis ce week-end mais c'est pas samedi, c'est donc dimanche et lundi au Relais Quéruon à la salle de l'Astrolabe sur balayadenne.org. Excusez-moi Marie-Claire, je suis nulle en breton. Les infos sur la randorade de dimanche, c'est sur randorade.org. Et puis tout ce qui concerne la rando dans le Finistère, bien sûr, la Fédération française de randonnée a une antenne locale, ff-randonnée29.fr. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, il est temps de retrouver Steven Leroy. Aujourd'hui, il est très en colère. C'est la brève de trottoir. Ouais, ça gaze avec toi ou quoi? Sans déconner, t'as vu ce qui s'est passé le week-end dernier? Sans déconner, un truc de dingue. Les gars, ils arrivent devant un magasin, là, et hop, ils défouraillent, ils tirent sur tout ce qui bouge. Non mais oh, ça va pas mieux ou quoi? T'as un problème avec toi dans ta tête ou quoi? Et comme disait l'autre, on peut rire de tout et pas avec n'importe qui. Et sincèrement, cette semaine, moi, j'ai moyen envie de rigoler. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais faire une blague, tout ça, au gars, ça, je veux dire, c'est les supporters du stade qui sont allés de ça parce qu'ils sont pas contents, mais finalement, c'est pas marrant du tout, parce que dans l'affaire, bon, ils tirent comme des sagouins, ça, c'est le coup de bol. Ils en ont mis tout dans la ferraille. Mais à moins de coups de bol, t'avais quand même 10 morts là-dedans et c'était pas tout à fait la même histoire. Le truc que je pige pas, c'est que là, je vais peut-être jouer un peu au vieux con, mais il y a quelques années de ça, t'avais un problème par rapport à une meuf, tout ça, n'importe quoi. Bon, c'était coup de boule direct, une molaire dans les gencives et l'affaire s'arrêtait là. T'allais boire une tasse, quoi, après, quoi. Et là, les mecs, ils sortent des flingues, quoi. Alors déjà, il y a un truc, je me suis posé la question, c'est un peu à l'envers quand même. Je dis, le gars, par exemple, il a un flingue, ça c'est sûr, mais il y a du monde autour de lui, quoi. Il a des potes, sa famille, sa bourgeoise, tête des nains. Et le mec qui rentre chez lui de sa peinarde, ça, il a un gun, quoi. Un truc comme ça, qui fait des trous, mais comme ça. Hein. Pas des machins, ça, des plombs. Non, des gros trous, des trucs qui tuent vraiment, quoi. Et là, il n'y a personne qui lui dit, tiens, Cole, t'as ramené un pistolet, t'as fait les courses, j'ai pris la lessive, et puis j'ai pris ça aussi, quoi. Histoire d'aller buter le mec qui avait regardé de trop près ma sœur, ou qui avait vendu trop cher le kilo de shit, ou je sais pas quoi. Non, mais ça va pas bien là-dedans, il n'y a pas un mec qui lui a dit, t'es complètement con ou quoi? T'es siphonné dans ta tête. Et les gars, faut peut-être arrêter de regarder un peu la télé, c'est pas parce que j'ai vu The Voice 2 fois que je me sens obligé d'aller chanter au moment. Hein. Et vous, c'est pareil. C'est pas regarder les experts à Miami ou je sais pas où que t'es obligé de te prendre un putain de pétard et d'aller tirer sur tout ce qui bouge. Non mais oh, faut garder un peu de raison quand même du coup. La ville est en émoi et je comprends. Et pour une fois, tu vois, je suis indigné. Je suis indigné avec tout le monde. Je trouve ça complètement nul, complètement con. Si vous voulez faire ça, les gars, prenez un terrain vague, tranquille, entre vous, de pépère à la fraîche. Comme ça, personne viendra vous faire chier ou allez faire ça ailleurs. Parce que nous ici, bah non, on n'a pas envie de ça, vraiment pas. Et oh, t'es pas à l'Elysée ici. Voilà, c'était Steven Leroy. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce dimanche sur TBO, embarqué à bord de la Grande Hermine, c'est le dernier chalutier français à traquer le poisson au-delà du cercle polaire arctique lors de campagnes allant jusqu'à 12 semaines. Le film s'appelle Seul ensemble et on regarde tout de suite un petit extrait. Police! Allez, tiens sur le câble là-bas! Stop! Tire sur le câble! Allez, viens, stop! Ah, tout fort! Allez, vas-y!
Voilà, et je rappelle donc que ce week-end, c'est la Randorade et le salon de la randonnée au relais Quéruon. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup, Frédéric Lorenzon. Nous, on se retrouve lundi, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un agréable week-end sur TBO. Ciao.